Mesdames et messieurs les élus, bonjour. Je vous remercie d'être présents. Donc, cette visio est organisée par l'Association des maires et présidents de communautés des Pyrénées-Atlantiques, en partenariat avec Enedis, qui va donc vous présenter les principales missions d'Enedis ainsi que les principales informations liées à l'électrification dans les Pyrénées-Atlantiques. Monsieur Vicard, Monsieur Darger qui sont ici présents, je vous laisse la parole. Bonjour, donc moi je suis Monsieur Vicard, j'ai Monsieur Darger à ma droite. Donc là, on affiche nos visages quelques instants et on va ensuite couper la caméra et surtout vous mettre une présentation. Donc on a quelques slides à vous présenter. On va vous représenter ou vous présenter pour certains l'émission globale d'Enedis avec un zoom sur nos équipes et notre organisation dans les Pyrénées-Atlantiques. Ensuite, on vous parle donc d'électrification des territoires au sens large, comment on travaille pour faire en sorte que le réseau électrique soit le plus résilient possible, comment on travaille aussi à la décarbonation de l'industrie avec l'électrification des usages. On parlera aussi raccordement des producteurs d'énergie renouvelable. Et enfin, on fera un petit zoom sur que faire en cas de panne d'électricité. Et on va essayer de faire ça en peut-être 35 ou 40 minutes maximum pour se garder un peu de temps de questions à la fin. Voilà, si vous voulez interagir pendant la présentation, n'hésitez pas. On va essayer d'être attentif aux questions qu'il pourrait y avoir dans le fil ou aux mains levées. Merci d'avance de votre écoute. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Jean-Marie Darger, donc l'interlocuteur, l'homologue de François Vicard et Jean-François Runerdouki, qui est aussi également sur les Pyrénées-Atlantiques, sur le département des Pyrénées-Atlantiques. On vous présentera tout ça, c'est-à-dire l'organisation d'Enedis sur le 64. Voilà. Comme l'a dit très justement François, vous aurez un temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions taboues ou de mauvaises questions. On est là avec François pour vous répondre et essayer voilà, de vous porter des éclaircissements par rapport à l'organisation d'Enedis et surtout au rôle qu'il a sur vos communes. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc on est parti. Est-ce que vous voyez bien notre écran? Oui, très bien. Bon, super. Alors, donc, l'ordre du jour, comme on vous l'a dit, Enedis dans le 64, les enjeux pour le réseau de demain, et puis les bons réflexes, que faire en cas de panne d'électricité. Alors, je vais commencer par vous présenter cette planche, et puis on se passera la parole avec Jean-Marie au fur et à mesure. Donc, le paysage électrique français. Je ne sais pas si c'est clair ou peut-être de la redite pour certaines ou certains d'entre vous. On a coutume de dire qu'il y a 4 grands métiers dans l'électricité. Le métier de la production à gauche, le métier du transport, le métier de la distribution et puis le métier de la fourniture, de la commercialisation. Donc, à gauche et à droite de l'écran, vous avez des activités en concurrence. Vous avez plusieurs producteurs d'électricité en France. Vous avez plusieurs fournisseurs ou commercialisateurs d'électricité en France. Et puis, au milieu de tout ça, vous avez un réseau physique, des pylônes, des câbles, des transformateurs. Donc, une partie est gérée par RTE, c'est le réseau de transport. C'est ce qui nous interconnecte aux autres pays européens. Et RTE a la mission de, entre autres, de garantir l'équilibre permanent entre consommation et production. Et puis, nous, Enedis, on a la mission de s'occuper du réseau de distribution pour 95% du territoire. Il y a quelques endroits où ce n'est pas Enedis qui est le distributeur d'électricité. Il y a Larens, dans les Pyrénées-Atlantiques, par exemple.
pour des raisons historiques, on va dire. Il y a Électricité de Strasbourg, il y a aussi la régie de Grenoble, mais globalement, sur 95% du territoire, c'est nous. Et RTE comme Enedis agissent dans un cadre régulé, c'est-à-dire que nous n'avons pas de concurrence. Pour autant, nous avons donc des obligations liées à notre mission de service public. Ce qu'on peut noter de marquant dans les dernières années, mais on y reviendra, c'est que essentiellement, historiquement, tous les moyens de production, ils injectaient, ils envoyaient l'électricité sur le réseau de transport. Hein. Donc vous avez à gauche les centrales nucléaires, les barrages hydroélectriques. Et depuis quelques années, avec l'essor des énergies renouvelables, c'est bien le réseau de distribution, c'est bien nous qui accueillons la plupart des nouveaux moyens de production d'énergie, solaire ou photovoltaïque. Vas-y, Jean-Marie. Donc, moi, je vais juste rajouter en complément à ce qu'a dit François, et qui est un point important. Vous avez donc compris que les deux parties du centre sont des parties régulées, et cette activité régulée, elle est aujourd'hui financée, ce qu'on appelle par le TURP, tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, qui est à sa 7e révision, et qui fixe le prix sur chaque kilowattheure consommé, le tarif qui reviendra à la fois à RTE et à Enedis. Donc, en fin de compte, ce prix nous finance les deux parties que vous voyez, le transport et le distributeur. C'est ce qui permet de nous financer aujourd'hui. Ce n'est pas lié au prix de la fourniture, au montant que vous pouvez éventuellement contracter auprès d'un fournisseur un contrat d'électricité à un prix du kilowattheure. Là, c'est un barème qui est fixe. Donc ça, c'est important comme donnée. Donc on est aujourd'hui au TURP numéro 7. Tu pourrais te connecter, toi, en micro coupé pour voir s'il y a des questions, parce que là, moi, je ne vois pas. D'accord, pendant que je fais ça. Alors, du coup, je garde la parole. On a 3 grandes missions. La première, c'est raccorder les foyers, les entreprises et les infrastructures. Dès l'instant où quelqu'un a l'autorisation de construire ou de produire au sens, on va dire, globalement de l'urbanisme, Enedis doit faire une offre de raccordement. La personne, l'entreprise, la collectivité est libre de refuser ou d'accepter cette proposition de raccordement, ce devis, mais nous, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on ne souhaite pas le raccorder, sauf si les conditions administratives et ou techniques, bien sûr, ne sont pas réunies. Notre deuxième grand métier, le plus connu, le plus visible, c'est le dépannage et la continuité de service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tout le territoire qu'on dessert. Et évidemment que c'est là où on est visible et où on pense à nous, parce que en général, si on fait ça, c'est qu'il y a une coupure d'électricité, donc on est privé du service. Et puis, bien sûr, ce réseau qu'on dépanne, il faut aussi qu'on le fasse vivre au quotidien, qu'on le pilote, qu'on le modernise, qu'on fasse des travaux dessus. Et voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un chiffre qu'on aime bien donner. En France, le réseau de distribution, il fait 35 fois le tour de la Terre. Il fait plus d'1 400 000 kilomètres. Je vais prendre la suite. Dans le cadre de nos missions de service public, Enedis, aujourd'hui, en tant que distributeur, a donc la gestion du réseau moyenne tension, moyenne et basse tension. Moyenne tension, c'est ce qu'on appelle le 20 000 volts, l'HTA, les 3 fils que vous pouvez voir sur vos communes, et le réseau basse tension, qui est le réseau 220 volts, pour faire rapide, et qui vient alimenter tous les foyers ou au niveau des besoins des points de livraison. Bon, ça représente à peu près 39 millions de clients, et comme l'a dit François, sur 95% du territoire continental, le reste étant des régies. Voilà. Alors, Enedis aujourd'hui est concessionnaire dans le sens où le réseau appartient, c'est le deuxième point, appartient et propriété de la commune. Les communes à ce jour n'ayant pas la compétence pour gérer, la compétence humaine et même technique pour gérer ce réseau de distribution électrique, a transféré cette compétence à un syndicat d'électrification que vous connaissez tous très bien, qui est E64. Donc, par délégation, aujourd'hui, le propriétaire des réseaux était E64. Nous, Enedis,
nous gérons ce réseau de distribution en concession. Donc, il y a une relation entre le propriétaire par délégation TE64 et nous. Et cette relation, et tout ça est inscrit dans ce qu'on appelle le contrat de concession, le cahier des charges de concession, qui a été renouvelé pour les Pyrénées-Atlantiques en 99. Non, en 2000, tout récemment, là, le contrat de concession. 2019, ouais. 2019, pardon, et pour une durée de 30 ans. Voilà. Dans ce cahier des charges de concession, il est inscrit les rôles et les missions de chacun, aussi bien du concédant qui était TO64 que du concessionnaire qui était Enedis sur le territoire. Voilà. Exemple, un déplacement d'ouvrage, le dépannage, les investissements, les extensions de réseau, les renforcements, et suivant le type de commune, type commune rurale, commune urbaine, eh bien, le cahier des charges est défini qui a la maîtrise d'ouvrage de tel ou tel acte à réaliser. Voilà. Pour faire rapide, tout ce qui est investissement, il y a dans les cahiers des charges une répartition de ce qu'on appelle de la maîtrise d'ouvrage qui est très important. Une extension de réseau, eh bien, aujourd'hui dans une commune rurale, c'est TO64 qui va la réaliser, c'est non Enedis. Commune urbaine, ça sera Enedis. Mais par contre, tout ce qui incombe de l'exploitation, du dépannage et de la maintenance des réseaux, c'est toujours Enedis sur le territoire. Ça, c'est important que vous sachiez. C'est-à-dire que le développement du réseau ELEC sur une commune peut être soit Enedis, soit TO64, mais tout ce qui est exploitation, dépannage, élagage, entretien, c'est toujours Enedis. Voilà. Et être aussi, notre mission, c'est d'être au plus proche de vos ententes et de votre territoire. Ça marche pas. Oh, j'ai fermé, putain. Alors, voilà. On passe à notre organisation plus locale. Donc, vous l'avez compris, comme nous ne sommes pas propriétaires du réseau et que le réseau finalement est un bien public, Enedis est organisé en direction régionale. Il y en a 25 en France qui regroupent 1, 2, 3 ou 4 départements. Donc pour nous, les 3 départements sont les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Notre patronne récemment arrivée s'appelle Nathalie Dulon. Et en parallèle de ça, en parallèle de ces organisations opérationnelles, il y a dans chaque département une direction territoriale, alors qui n'a pas vocation à assurer le management technique des équipes, mais qui a en charge la relation avec vous, avec les collectivités locales, mais plus largement avec les acteurs du territoire, le conseil général, la préfecture, les entreprises dont nous pouvons être partenaires, les lycées, collèges, universités avec lesquels aussi nous travaillons, l'association des maires par exemple. Sur les Pyrénées-Atlantiques, vous voyez que nous sommes plutôt bien implantés. On a 14 sites. Il y a 600 salariés Enedis sur les Pyrénées-Atlantiques. Le réseau, alors, il fait qu'un demi-tour de la Terre, mais c'est quand même pas mal hein, sur le département, 21 000 km, plus de 21 000 km. Et puis l'année dernière, vous voyez qu'on a investi 72 millions d'euros quand même de travaux. Nous sommes 3 interlocuteurs dédiés aux collectivités locales, donc Jean-Marie Darger et moi-même, et puis Jean-François Rinordoki pour la partie Pays Basque, s'il y a des personnes du Pays Basque connectées, donc qui doivent le connaître. Et puis notre responsable, la directrice territoriale, que certaines ou certains connaissent peut-être déjà ou vous rencontrerez sûrement, s'appelle Isabelle Visantin. Alors, pour ajouter en complément à ce que dit François, sur le département, mais nous y reviendrons un peu plus tard dans le déroulé, il y a une permanence territoriale, 24 sur 24, 7 sur 7, voilà, purement territoriale. Donc, on vous rappellera les numéros tout à l'heure à contacter, mais sachez qu'au niveau de la direction territoriale, nous sommes de permanence tous les jours de l'année et à chaque heure. Donc, vous aurez toujours un interlocuteur si vous avez besoin d'un renseignement, quelle que soit la date. Alors, nos grands enjeux, préparer le réseau de demain. Donc, il y a vraiment 3 thèmes. Premier thème, c'est la résilience du réseau. Il y a des événements climatiques régulièrement et ça va continuer d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut que notre réseau il soit le plus solide
possible, on va dire, le plus efficace pour que les coupures d'électricité soient les plus brèves et les moins nombreuses possibles. Mais en parallèle de ça, il faut qu'on accompagne le déploiement de la mobilité électrique et le déploiement de l'électrification de l'industrie. Hein. Et ça s'inscrit dans le cadre plus global de la politique énergétique de la France. Et puis, il y a l'aspect consommation pour la mobilité électrique et l'électrification de l'industrie, mais il y a aussi l'aspect production. Et donc, on raccorde aussi l'immense majorité des productions d'énergie renouvelable aujourd'hui. Alors, Jean-Marie, si tu veux, sur la résilience du réseau. Alors, aujourd'hui, nous sommes, en tant que gestionnaire de réseau, donc concessionnaire, nous avons donc plusieurs missions, dont celle de ce qu'on appelle de la qualité de fourniture et de la continuité de fourniture. C'est-à-dire la qualité de fourniture, ça correspond, à vrai dire, au fait d'avoir un bon niveau de tension et une électricité à la maison qui soit conforme pour l'utilisation, hein. C'est-à-dire entre 207 et 255 volts, avec un niveau de puissance, d'intensité qui vous permet de fonctionner, hein, pour tout type de clients, hein, aussi bien des industriels que des particuliers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la qualité. Et on a ce qu'on appelle la continuité. On a aussi un engagement par rapport à ça, c'est-à-dire on doit rendre une certaine disponibilité. Le réseau doit avoir une disponibilité à l'année avec ce qu'on appelle, un peu appelé un critère V, c'est un jargon interne qui définit le temps moyen de coupure pour un client sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc ça, c'est une question que, à la limite, je vais vous donner le temps moyen, mais c'est juste pour information. Sur les Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui, du moins l'an dernier, nous étions à peu près à 2 heures de temps de coupure moyen pour chacun des clients des Pyrénées-Atlantiques. Alors, dans ces 2 heures, il y en a qui ont subi 3 jours et il y en a qui n'ont jamais été coupés. C'est un temps moyen. Mais votre distributeur Enedis, sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques, a aujourd'hui cette mission de surveiller cet indicateur. Donc, tout incident qui dure, comme nous avons pu connaître récemment, Niels, dégrade fortement cet indicateur. Donc pour cela, nous allons renforcer les réseaux, la résilience, en faisant des investissements et des travaux, ce qu'on appelle des travaux programmés, ciblés, à la fois sur la moyenne tension, en passant soit en souterrain, quand c'est possible, parce que ça ne l'est pas toujours, et ce n'est pas toujours un critère qui garantit que la qualité de fourniture, la continuité sera meilleure. Des fois, le souterrain, vous pouvez vous en apercevoir, vous avez une coupure, mais c'est parce que c'est un câble souterrain qui a claqué, donc c'est plus long à trouver, le défaut est plus long et plus long à réparer. Donc, ce n'est pas un critère fiable dans l'amélioration de la continuité. Et après, ensuite, nous avons des actions bien ciblées, bien particulières pour éradiquer tout ce qui est fragilité, par exemple les fils nus. Les fils nus sur la basse tension et sur la moyenne tension. Sachant que le syndicat d'électrification, TE64, dans son rôle de concédant, a aussi cette mission d'éradiquer les fils nus. Donc, on le fait en partenariat, on se répartit suivant les communes et suivant les actions. Voilà. Donc, le fait d'avoir une continuité de fourniture qui soit bonne est vraiment un enjeu fort et un souci pour nous au quotidien. Alors là, on va maintenant parler plutôt d'usage de l'électricité, de consommation d'électricité. Donc, nous avons pour mission, et c'est même dans notre projet d'entreprise, d'accompagner le développement de la mobilité électrique. Donc, Enedis ne fabrique pas de voitures électriques, ne vend pas de voitures électriques, ne vend pas de bornes, mais toute borne de recharge pour véhicules électriques ou pour bus électriques est raccordée au réseau public de distribution d'électricité. Donc, nous avons un rôle clé là-dedans de veille, de savoir ce qui se passe, d'anticiper les besoins. Vous avez peut-être entendu parler du SDIRV, du schéma directeur départemental d'implantation de recharge des infrastructures pour recharger les véhicules électriques, qui est notamment géré par TE64. Voilà, donc nous, on a connaissance de ce schéma pour anticiper les demandes de raccordement, les demandes de puissance partout sur les territoires et partout sur vos communes. Et puis, à titre
plus personnel, entre guillemets, bah, on électrifie notre flotte interne de véhicules bleus. Alors, bien sûr, c'est plus facile d'électrifier les petits véhicules et les petits fourgons que les plus gros, pour des raisons de disponibilité sur le marché. Mais voilà, nous avons un objectif de 100% de véhicules électriques pour une bonne partie de notre parc d'ici 2030, hors véhicules d'intervention liés aux aléas climatiques. Il est bien évident que pour le moment, on a encore un certain nombre de véhicules thermiques pour quelques années, tout simplement parce que si on arrive dans une région un peu sinistrée comme on a connu avec Niels et qu'il n'y a pas d'électricité sur le territoire, arriver avec des véhicules électriques, pour le moment, c'est un peu compliqué. Donc, on avance pas à pas sur le sujet. Vas-y, Jean-Marie, si tu veux, sur ça. Donc, pour accompagner donc l'accompagnement de développement de la mobilité électrique, donc Enedis, aujourd'hui, on signe des partenariats pour développer et sur lesquels il y a vraiment un gros enjeu de raccordement sur des besoins de réseau. Donc, vous pouvez voir là en illustration que pour tous les grands projets d'investissement ou d'augmentation de capacité sur les réseaux et besoin de raccordement, ben nous sommes présents et nous sommes donc à l'écoute et en convention généralement pour pouvoir apporter une réponse fiable dans la durée et une réponse aux demandeurs par rapport à son besoin énergétique. Donc ça fait partie une de nos missions aussi. Nous avons toute une organisation, des cellules, des personnes qui sont dédiées là-dessus. C'est-à-dire que demain, s'il y a un grand projet qui veut s'implanter sur les Pyrénées-Atlantiques, quel qu'il soit, vous aurez un interlocuteur qui prendra le relais et qui viendra vous accompagner pour le déploiement de ce projet. Vous avez entendu parler avec la politique pluriannuelle de l'énergie, des incitations à l'électrification et des besoins pour répondre aux ambitions de stratégie bas carbone d'électrification de l'industrie. C'est un process qui est long et c'est des besoins en électricité qui sont énormes. Donc, on a besoin, nous, de les identifier le plus en amont possible pour anticiper les investissements sur le réseau. Donc, pour compléter juste ce que dit François, c'est-à-dire qu'il est important d'avoir de l'anticipation pour les investissements sur le réseau et d'avoir connaissance, quel que soit le niveau du projet. Hein. Tout projet, aujourd'hui, plus il sera connu en anticipation à l'avance, plus on pourra répondre rapidement aux besoins avec des investissements qui seront peut-être réalisés plus rapidement. Donc, on a parlé de la tenue du réseau face aux aléas climatiques et on a parlé des coupures d'électricité. On va y venir un peu plus tard. On a parlé de consommation avec le développement de la mobilité électrique, le développement de l'industrie, la décarbonation de l'industrie. Maintenant, on va parler de production. Alors, vous avez en haut de cette page le parc de production d'électricité en France à la fin de l'année 2024. Donc, vous voyez qu'on a 61 gigawatts de puissance installée de centrales nucléaires. Il y a 57 réacteurs. Un réacteur, ça fait à peu près 1 giga. Mais vous voyez que entre l'hydraulique, l'éolien et le solaire, vous avez à peu près 25 gigawatts. Donc, si vous multipliez les trois, vous avez 75 gigawatts de puissance installée d'énergie renouvelable. Un tiers à peu près. Alors, ça augmente côté éolien, ça augmente côté solaire et au niveau hydraulique, ça va moins augmenter. Mais vous voyez que la puissance installée d'énergie renouvelable en France est maintenant supérieure à la puissance installée du nucléaire, ce qui n'était absolument pas le cas il y a quelques années. C'est pas la même chose que la consommation. Une centrale nucléaire, ça tourne beaucoup plus d'heures dans l'année qu'un barrage hydroélectrique, qu'une éolienne ou que certains panneaux solaires. Et puis, de plus en plus à la marge, vous avez encore des installations au gaz, au fioul, voire au charbon. Vous avez en dessous, alors pas avec le même formalisme, mais vous avez aussi le parc de production dans les Pyrénées-Atlantiques. Bon, évidemment, il n'y a pas de nucléaire, hein, on sait qu'on n'a pas de centrale nucléaire sur le territoire, mais vous avez le photovoltaïque
Et vous voyez qu'entre 2024 et 2025, la part du parc de production photovoltaïque a augmenté de 25%, de un quart. Et c'est aussi le cas entre 2025 et 2026, et a priori, ça va être à peu près le cas dans les années qui viennent aussi, alors que l'hydraulique ne bouge quasiment pas et que les autres moyens de production ne bougent quasiment pas non plus. Pour rajouter à ce que dit François, un point qui est très important et qui ne nous échappera pas, hein, je pense, c'est que le solaire, vous l'avez au niveau national, là, il y a marqué dans le orange, la plus 5 gigawatts par an, c'est à peu près la vitesse de croisière des raccordements sur le plan national, gigawatts. Ça représente environ 5 réacteurs qui sont raccordés chaque année sur le territoire national en photovoltaïque. Donc, c'est juste pour vous donner un peu cet ordre d'idée de grandeur qui est assez important et pour lesquels, eh bien, à la fois Enedis et RTE doivent être en mesure de pouvoir de raccorder cette injection pour répandre l'énergie produite. Voilà. Donc, l'enjeu très fort. Alors, bon, là, sur le même thème, vous avez l'évolution de la production d'énergie renouvelable sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc, depuis 2019, vous voyez qu'on est en constante augmentation et vous avez sans doute aussi entendu parler de contraintes sur le réseau de transport, donc de RTE, qui ne nous permettent plus aujourd'hui de proposer des offres de raccordement pour les producteurs sur une grande partie du département, une grande partie centrale. Et vous avez dû recevoir un courrier et une fiche d'information transmis par la préfecture et la DDTM, bien sûr élaborée en collaboration avec nos services. Les bons réflexes en cas de panne d'électricité. Jean-Marie, je te laisse présenter cette première partie. C'est gentil, merci François. Donc là, c'est en fin de compte, on rentre un peu dans le fonctionnement de nos réseaux et de nos méthodes de dépannage. En fin de compte, le réseau est tout d'abord construit concernant la distribution par du réseau HTA, du réseau 20 000, les 3 fils. Donc, ce sont les grosses autoroutes qui vont alimenter les différents secteurs géographiques, les communes. Et donc, ces autoroutes ont chacun un nom et on appelle ça un départ HTA. Donc, tous ces autoroutes sont commandées, sont conduits depuis une seule centrale, un seul centre qui est à Billère, qui s'appelle l'ACR, l'Agence de conduite des réseaux, qu'à l'occasion, on pourra peut-être vous faire visiter si ça vous intéresse, et qui conduit l'ensemble de ces autoroutes. Pour les Pyrénées-Atlantiques, il y en a environ 500. 500 qui font une longueur environ entre 10 et 15 km chacun et qui alimentent à peu près une centaine de transformateurs chacun et qui transforment le 20 000 volts en 220 volts dans les quartiers de lotissement ou dans des lieux dits. Voilà. Donc, quand on a une panne sur un de ces réseaux, sur une de ces autoroutes qui est nommée, qui a chacune un nom, eh bien, on a une alerte, on a un déclenchement, on a l'agence de conduite de réseau, une alerte qui nous dit attention, et la globalité des gens qui sont raccordés sur cette autoroute sont coupés l'instant jusqu'à qu'on puisse réaliser certaines manœuvres qui permettent d'isoler au plus petit, au plus court, le réseau incriminé par l'incident. Voilà. Donc ça, c'est le principe. C'est le principe. Donc vous pouvez vous apercevoir que vous êtes coupé et 3 minutes après, vous êtes remis. Et quelqu'un qui est plus loin, il est toujours coupé parce qu'en fin de compte, il est sur le secteur qui restera coupé et qui fait partie de la manœuvre et qui permet comme ça de réduire au minimum le nombre de clients coupés, le temps de dépanner. Voilà. Donc ça, c'est l'agence de conduite des réseaux qui travaille sur le réseau 20 000 volts. Pour information, tempête Nils, Pyrénées-Atlantiques, environ 140 autoroutes coupées en même temps. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, vous avez vu, quand on vous parle du réseau haute tension, on sait ce qui se passe, ce qu'a dit Jean-Marie. On voit qu'il y a un problème. Alors, ça ne veut pas dire qu'on voit, bien sûr, on n'a pas des caméras sur tout le réseau, on ne voit pas que c'est un arbre qui est tombé sur une ligne, mais on sait qu'il y a un incident quelque part. En revanche, pour le réseau basse tension, donc le réseau basse tension,
quand il est aérien. Donc, soit c'est 4 fils assez proches les uns des autres, mais ça, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ça tend à disparaître par notre action et par celle de TE64. Mais plus communément, le réseau basse tension aérien, c'est ce qu'on appelle le torsadé, c'est les câbles noirs qu'on identifie assez facilement. Ce réseau torsadé, c'est vraiment le dernier maillon qui alimente les clients, c'est le réseau de la rue, c'est le réseau du quartier. Alors, quand il y a une panne sur ce réseau-là, nous sommes aveugles. Si on n'est pas prévenu, on ne sait pas qu'il y a une panne. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. On a différents centres d'appel dépannage en France où 80% des appels qu'on reçoit ne nécessitent pas de déplacer un technicien Enedis. Pourquoi? Parce que les gens ils se trompent de numéro ou que la panne est chez eux. Pour autant, c'est quand même très important que vous ayez ces numéros en tête, mais on va y revenir sur la slide d'après. Donc, il y a un numéro tout public qui est sur 100% des factures de vos administrés. Vous avez souvent des administrés qui viennent voir la secrétaire de mairie ou qui vous envoient un SMS pour vous dire qu'ils sont coupés. La première chose à leur dire, c'est est-ce qu'ils ont appelé le centre d'appel dépannage Enedis? Voilà. Vous avez, vous, un numéro qui est inscrit en dessous, que vous pouvez noter, qui vous est réservé, qui atterrit au même endroit, mais qui vous permet d'accéder plus rapidement à quelqu'un. Les compteurs communicants qui sont maintenant installés chez 95% des foyers, ils nous permettent d'améliorer notre processus de dépannage, c'est-à-dire que quand quelqu'un appelle et qu'on a bien vérifié que la panne n'était pas chez lui, on peut affiner un peu notre diagnostic pour différencier une panne individuelle, donc qui va concerner que le client lui-même, que l'administré, c'est son compteur, c'est juste en amont de son compteur, ou alors en fait, c'est tout le quartier, c'est tout le réseau basse tension qui est touché. Et ça, c'est une avancée permise grâce au compteur où, une fois que quelqu'un nous appelle, on peut interroger le compteur du voisin, puis le compteur encore du voisin d'à côté. Si aucun des trois compteurs n'a d'électricité, on sait que l'équipe a envoyé, on l'envoie sur une panne réseau et pas sur une panne individuelle. Vas-y, tu veux. Tu veux? Ouais. Ouais. Donc, pour créer un lien par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au temps de coupure moyen pour chacun des abonnés sur les Pyrénées Atlantiques, le critère B, eh bien, à chaque incident sur un réseau autoroute, c'est un réseau 20 000 volts HTA, il y a une analyse qui est faite à suivre par un service qui est dédié à ça, qui est à Bayonne, et qui va gérer sur l'ensemble de la direction régionale, c'est-à-dire les 3 départements, qui analyse, dès qu'il y a un incident sur un réseau 20 000, la cause de cet incident. Alors, il y a des incidents sur lesquels on pourra difficilement travailler, c'est-à-dire un abatteur qui abat un arbre et qui fait tomber, qui casse le réseau 20 000 volts. Mais il y a certains incidents qui permettent de faire une analyse plus approfondie et rechercher sur la nature des ouvrages, sur le type d'ouvrage, peut-être des ouvrages qui sont un peu vieillissants ou pas, des zones qui sont plus à risque, plus exposées au vent, et ainsi de suite. Et donc, à chaque analyse, on décide de notre programme de travaux qui sera réalisé en investissement des plus de 50 millions d'euros que vous avez pu voir tout à l'heure, que vous a présenté François, et qui va définir pour l'année N+1 où nous allons cibler et affecter cet argent sur des travaux. Ça veut dire que cette analyse sur les 500 départs, les 500 autoroutes des Pyrénées-Atlantiques est à chaque fois remise à niveau en fonction des événements climatiques. Quand il y a un événement climatique comme un Nils, bien entendu, ça fausse. On ne prend pas en compte la totalité des incidents puisque c'est un incident spécifique, hein. C'est-à-dire que voilà. Mais par contre, quand au quotidien, dans la vie courante du réseau, c'est-à-dire le week-end dernier, la semaine dernière, un incident, un câble qui pète, hein, voilà. Eh bien, on regarde pour décider de ces investissements. Donc sachez que ces investissements sont décidés en étant les plus intéressants et les plus fructueux pour améliorer la continuité de fourniture, mais qu'on ne peut pas non plus les faire tous. Et donc, on a un choix de priorisation et on est à votre écoute si certains d'entre vous souhaitent peut-être appuyer ou apporter des arguments complémentaires qui sont hors des arguments techniques et
et de bases de données Enedis et qui pourront peut-être voilà, orienter certaines décisions un peu plus rapidement. Voilà. Et enfin, donc, en tant qu'élu, qu'est-ce qui se passe? Comment réagir ou comment vous allez être prévenu en cas d'incident, en cas de panne d'électricité? Alors, on ne parle pas de crise type Niels, d'événements exceptionnels. On pourra évoquer ce sujet avec vous, mais on va parler de la vie plus courante. Alors, comme vous l'a dit Jean-Marie, on a une permanence territoriale. Nous sommes 5 personnes à nous relayer. Donc Jean-Marie et moi, Jean-François Rinordoki, Isabelle Visotin, notre directrice, et une autre personne. Nous, notre job, c'est en cas de problématique particulière, de dépannage qui est compliqué, d'incident d'ampleur, qui ne serait pas à la hauteur de Niels, mais qui serait quand même un peu sérieux, d'événements un peu atypiques, on est prévenu par les équipes opérationnelles qui vont nous dire, eh bien, sur telle commune, on a une panne plus compliquée que prévu ou qu'on n'arrive pas complètement à régler. Et donc, il y a une partie du village, il y a une partie de la commune, il y a tel quartier, tel poste qui va rester coupé. On s'efforce, je ne dis pas que c'est du 100%, hein, mais on s'efforce quand même de vous contacter, donc vous élus, alors en général, Madame la maire ou Monsieur le maire, pour vous dire, écoutez, voilà, alors souvent, particulièrement dans les petites communes, si ça fait quelques heures, vous êtes déjà au courant, mais ce n'est pas forcément le cas. Et on vous dit, on vous fait part de la situation de manière assez transparente, hein. On a un incident à tel endroit, ça concerne tel poste de distribution, donc tel quartier. On n'arrive pas à trouver, ou alors il fait nuit, on ne peut pas faire travailler nos équipes plus longtemps. Donc, une partie du village, du bourg, de la ville, du quartier va rester coupée. Ça, c'est nous vers vous. Mais vous avez, et voilà, on s'est permis de mettre, vous devez, entre guillemets aussi, nous prévenir. Prévenir Enedis au 0811 01 02 12. C'est un numéro qui vous est dédié. C'est vraiment le premier réflexe que que vous devez avoir en cas de danger, d'urgence ou de panne. C'est-à-dire que en journée du lundi au vendredi, Jean-Marie ou moi ou Jean-François Rinordoki, on va être joignable, mais on peut aussi être en réunion, on peut aussi ne pas être là. Et le week-end, si on n'est pas de permanence, on ne va pas forcément répondre en permanence à notre numéro de téléphone. Donc, il y a un câble à terre, il y a un poteau cassé, il y a un camion qui a arraché du réseau. Il faut prévenir le centre d'appel dépannage Enedis, décrire la situation. C'est une urgence, il y a un danger. On a des gens qui sont là 24 sur 24, 7 sur 7 pour répondre au téléphone et orienter après l'intervention technique à faire à d'autres équipes sur le territoire qui, elles aussi, sont en service continu. Vous avez aussi un rôle de relais auprès des administrés, rappeler les règles de prudence, mais vraiment vital, ne jamais toucher un câble, même tomber à terre. On peut avoir un câble au sol, même isolé. On croit qu'il n'y a pas de danger. En fait, le courant n'est pas forcément coupé et quelqu'un qui attrape un câble à pleine main peut s'électriser et ce sera dramatique. Donc vraiment, un câble au sol, un poteau cassé, on nous avertit, on s'efforce de baliser au mieux la zone. Et puis, vos administrés, plutôt qu'ils viennent vous assaillir de questions sur une panne ou une problématique donnée, le premier réflexe qu'il faut qu'ils aient, c'est d'appeler le centre d'appel dépannage. Ce numéro, il figure sur toutes les factures. Ils signalent leurs problèmes. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, si la panne est sur le réseau basse tension, si personne ne nous appelle, la panne, elle peut rester plusieurs heures et plusieurs jours. On ne la verra pas à distance. Voilà pour nous. Je vais arrêter le partage.